Tess d'Uberville, partie 13, chapitre 50. Pendant ce temps, celle qui l'avait écrit passait par toutes les alternatives de la confiance et du désespoir. Elle se disait que les raisons qui avaient causé la séparation n'avaient pas changé, ne pourraient jamais changer, et que, si sa présence n'avait pas été assez forte pour les combattre, son absence le serait encore moins. Malgré tout, elle cherchait ardemment comment elle pourrait lui plaire s'il revenait. Elle souhaitait, en soupirant, d'avoir été plus attentive aux airs qu'il jouait sur sa harpe, de lui avoir demandé avec plus de curiosité quelles étaient ses ballades favorites parmi celles que chantaient les paysannes. Elle interrogea, sans en avoir l'air, Amby Sidling, qui avait suivi Ise de Talbot Hayes, et Amby se rappela par hasard certaines préférences de Claire. Alors elle se prit du désir passionné de s'exercer à les mieux chanter, et le fit à tous ces moments perdus. Un cœur de pierre aurait été touché de l'entendre répéter ses refrains chaque fois qu'elle travaillait à l'écart des autres filles, par ce temps sec et froid. Les larmes coulaient sur ses joues à la pensée que peut-être il ne viendrait jamais les écouter, et les simples et sottes paroles des chansons résonnaient comme une moquerie douloureuse. Tess était plongée si profondément dans son rêve qu'elle ne semblait pas s'apercevoir que la saison s'avançait, que les jours avaient allongé, que la bonne dame de mars était proche et serait suivie par la bonne dame d'avril, terme de son engagement. Mais, avant cette date, quelque chose arriva qui tourna ses pensées vers bien d'autres sujets. Un soir, elle était comme d'habitude dans la chaumière où elle couchait, assise dans la chambre du bas avec le reste de la famille, quand quelqu'un frappa à sa porte et la demanda. Elle vit, sur le seuil, contre le jour qui baissait, se détacher une silhouette de la taille d'une femme et de la grosseur d'une enfant, une sorte de grande et mince fillette qu'elle ne reconnut pas dans le crépuscule avant que celle-ci eût dit « Tess !»« Comment ? C'est Lisa Lou ?» s'écria Tess, saisie. Sa sœur, qu'elle avait laissée enfant, moins d'1 an auparavant, avait poussé tout à coup d'un seul jet et avait pris cet extérieur dont Lou elle-même semblait à peine comprendre la signification. Ses jambes minces, visibles sous sa robe devenue trop courte, ses mains et ses bras qui semblaient la gêner, révélaient sa jeunesse et son inexpérience. « Oui, j'ai trotté toute la journée, Tess, pour essayer de te trouver, » fit Lou gravement, « et je suis très fatiguée. »« Qu'est-ce qui est arrivé chez nous ? Mère est très mal, et le docteur dit qu'elle va mourir, et comme père n'est pas très bien non plus, et dit que c'est pas convenable pour un homme de si grande famille de peiner et de s'atteler à une besogne commune, nous ne savons pas quoi faire. » Tess resta longtemps rêveuse, avant de penser à faire entrer Lisa Lou et à lui dire de s'asseoir. Alors, pendant que Lisa Lou buvait un bol de thé, elle prit une décision. Il était urgent qu'elle se rendît chez elle. Son engagement n'expirait pas avant le 6 avril, mais comme cette date était proche, elle résolut d'en courir le risque et de partir immédiatement. Si elle s'en allait cette nuit, elle gagnerait 12 heures, mais sa sœur était trop fatiguée pour recommencer le voyage avant le lendemain. Tess courut à la maison qu'habitaient Marianne et Ise, les avertit de ce qui était arrivé et les pria de l'excuser le mieux possible auprès du fermier. En revenant, elle fit souper Lou, et l'ayant ensuite bordé dans son propre lit, elle emballa tout ce qu'elle put dans un panier d'osier et partit, après avoir dit à Lou de la suivre le lendemain matin. Elle se plongea dans les ténèbres glaciales de l'équinoxe, à la lueur d'acier des étoiles, au moment où l'horloge sonnait 10 heures. Elle avait 5 lieues à parcourir. Dans les régions solitaires, la nuit est plutôt une protection qu'un danger pour le piéton silencieux. Tess le savait, aussi prit-elle le plus court chemin par des sentiers de traverse qu'elle aurait évités le jour. À cette heure, il n'y avait pas de maraudeurs, et la pensée de sa mère
éloignait de son esprit toute crainte de revenant. Après des montées et des descentes successives, Tess arriva vers minuit au sommet de Bulbarrow, d'où son regard plongeait sur le gouffre d'ombre chaotique cachant sa vallée natale. Il lui restait plus de 15 kilomètres à faire en plaine. La route descendait en serpentant, à peine visible au reflet pâle des étoiles. Bientôt, elle foula un terrain dont le contraste avec le précédent était perceptible aux pieds et à l'odorat. C'était le sol argileux et gras du Val de Blackmoor, dans la partie que ne traversaient pas encore les grandes routes. Les superstitions restent longtemps attachées à ces terres lourdes. Jadis forêt, celle-ci paraissait revêtir à cette heure son ancien caractère. Le proche et le lointain se confondaient. Les arbres, les hautes haies, prenaient des proportions démesurées. Les croyances aux cerfs légendaires, aux sorcières pourchassées, aux fées pailletées de vert et dont le rire moqueur poursuit le voyageur attardé, y fourmillaient encore, évoquant en ces parages des multitudes d'esprits malins. Tess passa ensuite près de l'auberge d'un village dont l'enseigne grinçante répondit au salut de ses pas. Elle se représenta sous les toits de chaume, dans les ténèbres, les corps aux muscles détendus sous leurs courtes pointes en mosaïque de petits carrés violets, recevant des mains du sommeil des forces nouvelles pour reprendre le labeur du lendemain, dès que la première trace de rose nébulosité apparaîtrait sur les hauteurs de Hambledon. Après 5 heures de marche, elle entrait à Marlotte et passait près du champ où, jeune fille du club, elle avait vu pour la première fois Angel Clare qui n'avait pas dansé avec elle. La même sensation de désappointement lui restait toujours. Dans la direction de la maison de sa mère, elle vit une lumière qui semblait venir de la fenêtre de la chambre à coucher. Une branche s'agitait devant, et la lueur semblait lui faire signe de l'œil. Aussitôt qu'elle put distinguer la maison, couverte, grâce à son argent, d'un nouveau toit de chaume, l'imagination de Tess y retrouva ses impressions d'autrefois. Cette maison semblait pour toujours faire partie de son corps et de sa vie. La pente de ses lucarnes, la crête de ses pignons, les assises brisées de briques qui couronnaient sa cheminée, tout avait un caractère de parenté avec sa personnalité propre. La maison tout entière lui semblait envahie de torpeur et annonçait la maladie. Tess ouvrit la porte assez doucement pour ne troubler personne. La chambre du bas était vide, mais la voisine qui veillait vint au haut de l'escalier et chuchota que madame Durbeyfield n'allait pas mieux, bien qu'elle dormît en ce moment. Tess se prépara à déjeuner, puis s'installa comme garde-malade dans la chambre de sa mère. Le matin, en regardant les enfants, elle fut frappée de leurs figures curieusement amincies. Bien qu'elle ne fût restée guère plus d'1 an loin d'eux, la croissance était surprenante et la nécessité de se dévouer à eux corps et âme la sortit de ses propres soucis. La mauvaise santé de son père avait le même caractère indéterminé qu'autrefois, et il restait assis sur sa chaise comme de coutume. Mais le jour qui suivit l'arrivée de Tess, il fut extraordinairement animé. Il avait un plan raisonné pour vivre, et Tess l'interrogea. « Je pense que je vais m'adresser à tous les vieux antiquaires de cette partie de l'Angleterre, dit-il, et leur demander de souscrire une rente pour me soutenir. Je suis bien sûr qu'ils verraient que c'est une chose romantique, artistique et convenable à faire. Ils dépensent des sommes folles à entretenir de vieilles ruines et à trouver des os et autres choses comme ça, et des restes vivants doivent être encore plus intéressants pour eux, si seulement ils me connaissaient. Quelqu'un devrait bien aller leur dire ce qui vit au milieu d'eux. Et eux qui n'y pensent pas. Si le pasteur Tringham, qui m'a découvert, était encore de ce monde, bien sûr qu'il l'aurait fait. » Tess remit à plus tard la discussion de ce grand projet pour s'attaquer aux affaires pressantes que l'argent envoyé par elle ne semblait pas avoir améliorées. Le plus urgent accompli dans la maison même, elle tourna son attention vers les choses du dehors. Le temps des semailles arrivait. Déjà, les lopins de terre de beaucoup de villageois étaient préparés pour le printemps. Mais les Durbeyfield étaient en retard. Elle découvrit,
à sa consternation, qu'ils avaient mangé toutes les pommes de terre gardées pour les semences. Le plus tôt possible, elle s'en procura quelques autres, et, peu de temps après, son père fut assez bien portant pour s'occuper du jardin, grâce aux prières persuasives de Tess, tandis qu'elle-même travaillait un bout de champ qu'ils avaient loué à 200 ou 300 mètres du village. Ce travail lui faisait plaisir, après être resté enfermé dans la chambre de la malade qui allait mieux. L'exercice violent soulageait sa pensée. Le morceau de terrain se trouvait dans un enclos élevé, sec, découvert, au milieu d'une cinquantaine de lopins semblables. On commençait à piocher vers 6 heures du soir, après l'ouvrage de la journée, et l'on continuait au clair de lune. Sur plusieurs de ces champs, on brûlait en cette saison des tas de mauvaises herbes, dont la sécheresse du temps favorisait la combustion. Un soir, Tess et Lisa Lou y travaillaient avec leurs voisins. Au crépuscule, les feux de chiendents et de tiges de choux commençaient à éclairer les champs de lueurs irrégulières. Des bancs de fumée, poussés par le vent au ras du sol, s'illuminaient et prenaient un lustre opaque, cachant les travailleurs les uns aux autres. On comprenait alors la colonne de nuée de la Bible qui, le jour, protégeait et éclairait la nuit. Comme la soirée s'assombrissait, quelques-uns abandonnèrent la tâche, mais la plupart restèrent pour achever leur plan. Tess, entre autres, bien qu'elle renvoyât sa sœur à la maison. Elle travaillait sur l'un des terrains où brûlaient les feux d'herbe. Les 4 dents reluisantes de sa fourche résonnaient sur les pierres et les mottes sèches avec un léger cliquetis. Parfois, la fumée l'enveloppait tout entière, puis se retirait, et la silhouette de Tess était illuminée par l'éclat de cuivre du tas enflammé. Ce soir-là, elle était bizarrement accoutrée et de façon à frapper l'œil. Elle portait une robe blanchie par de nombreux lavages et, par-dessus, une courte casaque noire, si bien qu'elle avait l'air d'être invitée à la fois à une noce et à un enterrement. Plus loin en arrière, les autres femmes avaient des tabliers blancs qui, avec leurs visages pâles, étaient seuls visibles, sauf quand tombait soudain sur elles l'éclair des flammes. À l'horizon, vers le couchant, les maigres branches de la haie d'épines dépouillée qui formait la limite du champ se profilaient sur la pâleur opaline du ciel. En haut, Jupiter était suspendu comme une jonquille épanouie, si brillant qu'il en semblait jeter de l'ombre. Quelques petites étoiles sans importance apparaissaient de ci, de là. Au loin, un chien aboyait. De temps à autre, des roues résonnaient sur la route sèche. Les fourches diligentes cliquetaient toujours, car il n'était point tard, et, malgré son âpre fraîcheur, l'air apportait un souffle de printemps qui réjouissait le cœur et poussait au travail. Quelque chose dans le lieu, l'heure, les feux pétillants, la fantasmagorie de lumière et d'ombre, les rendait tous, comme Tess, heureux d'être là. La tombée de la nuit, qui paraissait diabolique dans l'hiver glacé, amoureuse dans la tiédeur de l'été, était pleine d'apaisement en cette soirée de mars. Personne ne regardait ses compagnons. Tous les yeux étaient fixés sur le sol éclairé par les feux. Aussi, pendant que Tess remuait la terre et chantait ses absurdes petites chansons, avec bien peu d'espoir maintenant que Claire les entendit jamais, elle ne remarqua pas, de longtemps, un homme en longue blouse qui piochait le même lopin et qu'elle supposa avoir été envoyé par son père pour avancer l'ouvrage. Parfois la fumée les séparait, puis s'écartait, et tous deux étaient visibles l'un à l'autre et séparés de tout le reste. Tess ne parla pas à son compagnon de travail qui, de son côté, restait muet. Elle ne se rappelait pas l'avoir vu là quand il faisait grand jour, et elle ne le reconnaissait pas pour un journalier de Marlotte, ce qui n'était pas étonnant, étant donné ses absences si longues et si fréquentes dans les dernières années. Peu à peu, il arriva en piochant si près d'elle que les lueurs du feu se réfléchissaient aussi nettement sur les dents de sa fourche que sur celles de Tess. En allant près du feu pour y jeter une poignée de mauvaises herbes, elle vit,
qu'il faisait de même de l'autre côté. La flamme s'éleva, et elle reconnut le visage de D'Urberville. L'inattendu de sa présence, le grotesque de son extérieur dans une blouse froncée comme seuls les journaliers du vieux temps en portaient maintenant, avait un comique sinistre qui la glaça. D'Urberville rit tout bas, longuement. « Si j'étais disposé à plaisanter, je dirais « Comme cela ressemble au paradis !» fit-il d'un ton bizarre, inclinant la tête pour la regarder. « Que dites-vous » demanda-t-elle d'une voix faible. « Un plaisant pourrait dire que c'est vraiment comme au paradis. Vous êtes Ève, et je suis l'autre, l'ancien, venu pour vous tenter sous la forme d'un animal inférieur. J'étais emballé pour cette scène de Milton quand je m'occupais de théologie. Ma chère Tess, j'en parle seulement comme de quelque chose que vous auriez pu supposer ou dire bien à faux, parce que vous avez si mauvaise opinion de moi. Je n'ai jamais dit que vous étiez Satan, et je ne l'ai jamais pensé. Je ne pense pas le moins du monde à vous de cette façon-là. Mes pensées à votre sujet sont très froides, sauf quand vous m'insultez. Comment ? Vous êtes venu travailler ici exprès à cause de moi ? Oui, tout exprès, pour vous voir, rien de plus. J'ai pensé après coup à la blouse que j'ai vue à un étalage, en venant, afin de ne pas être remarqué. Je viens protester contre ce travail auquel vous vous obligez. Mais cela me fait plaisir. C'est pour mon père. Votre engagement à cet autre endroit est fini ? Oui. Où allez-vous après ? Rejoindre votre cher mari ? Elle ne put supporter cette humiliante allusion. Oh, je ne sais pas, fit-elle avec amertume. Je n'ai pas de mari. C'est très vrai, dans le sens où vous l'entendez. Mais vous avez un ami, et j'ai résolu que vous ayez plus de confort malgré vous. Quand vous rentrerez, vous verrez ce que j'ai envoyé pour vous. Oh, Alec, je souhaite que vous ne me donniez rien. De vous, je ne puis l'accepter. Je n'aime pas cela. Ce n'est pas bien. Si, c'est bien, s'écria-t-il avec fermeté. Je ne vais pas voir dans la peine une femme pour qui j'éprouve tant de tendresse sans essayer de la secourir. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis seulement en peine pour... pas du tout pour vivre. Elle se détourna et reprit désespérément sa besogne, les larmes tombant sur le manche de sa fourche et sur les mottes. « Pour les enfants, pour vos frères et sœurs, reprit-il, j'ai pensé à eux. » Le cœur de Tess frémit. Il touchait le point faible. Il avait deviné sa grande anxiété. Depuis qu'elle était revenue à la maison, son âme était allée à ses enfants avec une affection passionnée. Si votre mère ne se rétablit pas, quelqu'un doit s'occuper d'eux, puisque votre père ne pourra jamais faire grand-chose, je pense. Il le peut, avec mon assistance. Il le doit. Et avec la mienne. Non, monsieur. Sacre Dieu, quelle absurdité, fit d'Urberville en éclatant. Comment ? Il croit que nous sommes de la même famille et sera très satisfait. Non, je l'ai détrompé. C'est d'autant plus absurde de votre part. D'Urberville, en colère, s'éloigna d'elle et se dirigea près de la haie où il enleva la longue blouse qui le déguisait. Il la roula, la poussa dans le feu d'herbe et partit. Tess ne put continuer sa besogne. Elle se sentait agitée. Elle se demandait s'il était retourné à la maison de son père. Et, prenant sa fourche à la main, elle revint chez elle. À 20 mètres de la maison, elle rencontra une de ses sœurs. « Oh, Tessie, pensez donc, Lisa Lou pleure et il y a un tas de gens dans la maison. Et mère va beaucoup mieux, mais il croit que père est mort. » L'enfant comprenait la grandeur, mais non la tristesse de la nouvelle. Et elle restait à regarder Tess, les yeux arrondis, pleine d'importance, jusqu'à ce que, voyant l'effet produit, elle demanda. « Comment, Tess, est-ce que nous ne causerons plus jamais avec père ?»« Mais père n'était qu'un tout petit peu malade, » s'écria Tess bouleversée. Lisa Lou arriva. « Il est tombé juste à l'instant, et le docteur qui était là pour maman
a dit qu'il n'y avait plus rien à espérer parce que son cœur était tout enfermé. Oui, les rôles étaient changés. La mourante était sauvée, et l'homme, si peu malade en apparence, était mort. La nouvelle était encore plus grave qu'elle ne le semblait. La vie du père de Tess avait de la valeur, non à cause de ses œuvres, car dans ce cas elle n'en aurait pas eu beaucoup, mais parce que c'était la dernière des 3 vies pour la durée desquelles avait été signée la location de la maison et des lieux, et ils étaient convoités depuis longtemps par le fermier propriétaire de l'endroit qui voulait y loger ses journaliers habituels en quête d'abri. Les d'Urbelfield, autrefois d'Urberville, virent donc s'abattre sur eux la destinée qu'ils avaient sans doute fait descendre au temps où ils étaient les Olympiens du comté, sur la tête des pauvres gueux auxquels ils ressemblaient maintenant. Ainsi le veut le rythme des choses, le flux et le reflux éternel. Chapitre 51. C'était la veille de la bonne dame d'avril, et le monde agricole se trouvait en proie à une fièvre de mouvement qui se remarque seulement à cette date de l'année, car en ce jour, les engagements pris à la Chandeleur pour les travaux des champs de l'année suivante sont mis à exécution, et les cultivateurs qui veulent changer de place se transportent dans de nouvelles fermes. Ces migrations annuelles devenaient toujours plus nombreuses. Quand la mère de Tess était enfant, la majorité des travailleurs de Marlotte et des environs restaient toute leur vie dans la même ferme où avaient demeuré leur père et leur grand-père. Mais à présent, le désir d'un changement annuel de domicile allait en grandissant. Les jeunes familles surtout y trouvaient une surexcitation agréable et en espéraient des avantages. L'Égypte des unes semblait de loin aux autres une terre promise qui devenait leur Égypte quand elles y étaient arrivées. Et l'on changeait encore. En même temps, une partie de la population du village disparaissait. Autrefois, à côté des cultivateurs, il existait une classe intéressante et plus instruite, d'un rang supérieur, la classe à laquelle avaient appartenu le père et la mère de Tess, comprenant le charpentier, le forgeron, le cordonnier, le revendeur, et tous les travailleurs autres que les journaliers des fermes, qui devaient une certaine stabilité d'idées et de conduite au fait d'être propriétaires à vie comme John d'Urbelfield. Mais à mesure que les longs baux expiraient, ils étaient rarement renouvelés aux mêmes locataires, et les maisons étaient démolies, à moins qu'elles ne fussent requises par le fermier pour ses ouvriers. Les vieilles familles, qui étaient les dépositaires des traditions locales, étaient donc obligées de chercher un refuge dans les grands centres, ce que les statisticiens expliquent plaisamment par la tendance des populations rurales à se diriger vers les villes, et qui est la tendance de l'eau à monter quand elle y est forcée par des machines. Depuis l'événement qui avait attristé la vie de Tess, on considérait que la famille d'Urbelfield, dont la noble ascendance excitait l'incrédulité, devait s'en aller quand son bail serait fini, ne fût-ce que dans l'intérêt de la morale. Il était sans doute très vrai que la maison n'avait pas donné d'éclatants exemples de tempérance, de sobriété ou de chasteté. Le père, et même la mère, s'étaient enivrés de temps à autre. Les plus jeunes enfants allaient rarement à l'église, et la fille aînée avait contracté de bizarres unions. D'une façon ou d'une autre, il fallait que le village fût conservé pur. Aussi, en cette première bonne dame où l'on pouvait renvoyer les d'Urbelfield, la maison, qui était spacieuse, fut demandée par un charretier avec une nombreuse famille, et la veuve John, ses filles, Tess et Lisa Lou, le jeune Abraham et les petits durent chercher asile autre part. La veille de leur déménagement, la nuit tomba de bonne heure à cause d'une pluie fine qui brouillait le ciel. Comme c'était leur dernier jour dans ce village qui avait été leur terre natale, madame d'Urbelfield, Lisa Lou et Abraham étaient allés dire adieu à quelques amis, et Tess gardait la maison jusqu'à leur retour. Elle était agenouillée sur le large rebord de la fenêtre, la figure contre la croisée où une vitre extérieure de pluie glissait le long de la vitre de verre. Ses yeux fixaient la toile d'une araignée, probablement morte de faim depuis longtemps, toile placée par méprise dans un coin où nulle mouche ne venait jamais
et frémissant au léger courant d'air de la fenêtre. Tess était en train de réfléchir à la situation de sa famille, où elle sentait sa malheureuse influence. Si elle n'était pas revenue à la maison, sa mère et les enfants auraient probablement pu rester comme locataires à la semaine. Mais, presque aussitôt après son retour, elle avait été remarquée par quelques personnes de moralité scrupuleuse et de grande importance. On l'avait vue passer son temps dans le cimetière à restaurer de son mieux, avec une petite truelle, la tombe effacée d'un enfant. On avait ainsi découvert qu'elle était revenue habiter Marlotte. On avait réprimandé la mère de lui donner asile. Il s'en était suivi des ripostes acérées de la part de John, qui avait offert d'un air indépendant de partir tout de suite. On l'avait prise au mot, et tel était le résultat. « J'aurais dû ne jamais revenir », se disait Tess amèrement. Elle était si absorbée dans ses réflexions que c'est à peine si d'abord elle remarqua un cavalier en macintosh blanc qu'elle voyait descendre la rue. Ce fut peut-être parce que son visage était près de la vitre qu'il l'aperçut aussi vite. Il dirigea son cheval vers la chaumière jusqu'à ce que les sabots de la bête fussent presque sur la bordure étroite où poussaient les plantes contre le mur. Elle ne le remarqua pas avant qu'il eût touché la fenêtre de son fouet. La pluie avait à peu près cessé, et elle ouvrit la croisée, obéissant au geste. « Ne m'aviez-vous pas vu » demanda d'Urberville. « Je ne faisais pas attention, » dit-elle. « Je vous ai entendu, je crois, mais j'imaginais que c'était une voiture et des chevaux. J'étais dans une sorte de rêve. »« Ah, vous avez entendu le carrosse d'Urberville, peut-être. Vous connaissez la légende, sans doute. »« Non, non. Quelqu'un allait me la raconter un jour, mais ne l'a pas fait. »« Si vous êtes une vraie d'Urberville, je ne devrais pas vous la dire. Quant à moi, je suis un faux d'Urberville, donc cela m'est égal. Elle est assez lugubre. Il paraît que le bruit d'un carrosse qui n'existe pas ne peut être entendu que si l'on a du sang d'Urberville, et il est de mauvais augure pour celui qui l'entend. Il s'agit d'un meurtre commis par un membre de la famille dans les siècles passés. »« Maintenant que vous avez commencé, finissez de raconter. »« Eh bien, un membre de la famille avait, dit-on, enlevé une belle femme qui essaya de s'échapper du carrosse où il l'emmenait de force, et, dans la lutte, il l'a tuée. Ou elle l'a tuée, j'ai oublié. Voilà l'histoire. Je m'aperçois que vos baquets et vos seaux sont empaquetés. Vous partez, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, demain, à la bonne dame. »« Je l'ai appris, mais je pouvais à peine y croire. Cela paraît si soudain. Pourquoi donc ? Père était le dernier à qui appartint la maison et, après lui, nous n'avions plus le droit d'y demeurer. Pourtant, nous aurions peut-être pu rester comme locataires à la semaine, si ce n'avait été à cause de moi. »« Quoi donc ? À cause de vous ? » ?»« Je ne suis pas une femme convenable. » D'Urberville devint rouge. « C'est honteux, les misérables snobs. Je voudrais voir leurs âmes ignobles réduites en poudre, » s'écria-t-il avec un impétueux ressentiment. « Voilà pourquoi vous vous en allez. On vous chasse, alors ? » ?»« On ne nous chasse pas exactement, mais, comme ils disent, nous aurions toujours à partir bientôt, et il vaut mieux partir maintenant que tout le monde déménage, parce que nous avons plus de chance et de meilleures. »« Où allez-vous ? » ?»« À Kingsbert. Nous y avons retenu des chambres. Mère est si absurde pour tout ce qui concerne la famille de papa qu'elle veut y aller. »« Mais la famille de votre mère n'est pas faite pour habiter un pauvre logement et dans un petit trou comme celui-là. Voyons, pourquoi ne pas venir dans ma maisonnette de Tentridge ? Il n'y a plus guère de volailles, maintenant, depuis la mort de ma mère. Mais il y a la maison, comme vous la connaissez, et le jardin. On peut la blanchir en un jour. Votre mère y vivrait très confortablement, et je mettrais les enfants à une bonne école. Vraiment, je dois faire quelque chose pour vous. »« Mais nous avons déjà retenu des chambres à Kingsbert, » déclara-t-elle, « et nous pouvons attendre là. »« Attendre ? Quoi ? Ce gentil mari, sans doute ? Voyons, Tess, je connais les hommes et, sachant les motifs de votre séparation, je suis certain qu'il ne se raccommodera pas avec vous. Or, bien que j'aie été votre ennemi, je suis maintenant votre ami, même si vous ne voulez pas le croire. Venez dans cette maisonnette. Nous installerons une véritable colonie de volailles. Votre mère les soignera admirablement et les enfants pourront aller à l'école. » La respiration de Tess devenait plus haletante. Enfin, elle dit : « Comment serais-je sûre que vous ferez tout cela ? Vos idées peuvent changer,
Et alors, ma mère serait de nouveau sans asile. Oh non, non, je vous le garantirai par écrit s'il est nécessaire. Repensez-y. Tess secoua la tête, mais d'Urberville insista. Elle l'avait rarement vu si déterminé. Il ne voulait pas accepter de réponse négative. Je vous en prie, dites-le seulement à votre mère, fit-il en accentuant ses paroles. C'est à elle de juger, non à vous. Je ferai balayer et blanchir la maison pour demain matin et allumer du feu. Et ce sera sec le soir, de sorte que vous pourrez y venir directement. Allons, maintenant, rappelez-vous, je vous attends. Tess secoua encore la tête. Elle avait la gorge gonflée d'émotions complexes. Elle ne pouvait lever les yeux sur d'Urberville. « Je vous dois quelque chose pour le passé, vous savez, reprit-il. Et puis, vous m'avez guéri de cette folie. Aussi, je suis heureux. J'aimerais mieux que vous ayez gardé la folie et la vie qui allait avec. Je suis heureux de cette occasion qui me permet de vous rendre un peu de ce que je vous dois. Demain, je m'attends à voir décharger les meubles de votre mère. Maintenant, donnez-moi la main là-dessus, ma chère, ma belle Tess. » Sur cette dernière phrase, il avait baissé la voix jusqu'au murmure et passé la main par la croisée, demi-ouverte. Les yeux pleins de tempête, elle tira vivement le barreau d'appui et, ainsi faisant, lui prit le bras entre la croisée et le meneau de pierre. « Sacre Dieu, vous êtes trop cruel, dit-il, retirant son bras. « Non, non, je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Eh bien, je vous attendrai, ou au moins votre mère et les enfants. »« Je ne viendrai pas. J'ai beaucoup d'argent, » cria-t-elle. « Où ? Chez mon beau-père, si j'en demande. »« Si vous en demandez. Mais vous ne le ferez pas, Tess, je vous connais. Vous n'en demanderez pas. Vous mourriez de faim d'abord. » Et sur ces mots, il repartit. Juste au coin de la rue, il rencontra l'homme au pot de peinture qui lui demanda s'il avait abandonné les frères. « Allez au diable !» fit d'Urberville. Tess resta longtemps où elle était. Puis un sentiment soudain de révolte contre l'injustice lui gonfla les yeux d'un flot de larmes brûlantes. Son mari, Angel Clare lui-même, l'avait traitée cruellement comme tous les autres. Jusque-là, elle n'en avait jamais admis la pensée. Mais ce n'était que trop certain. Jamais elle ne pouvait jurer du fond de son âme, elle n'avait eu dans sa vie l'intention de mal faire. Pourtant, ses durs châtiments l'avaient accablée. Quels que fussent ses péchés, ils n'étaient pas volontaires. Pourquoi donc était-elle punie avec tant de persistance ? Elle saisit avec passion le premier bout de papier qui lui tomba sous la main et griffonna les mots suivants. « Oh, pourquoi m'avez-vous traité si monstrueusement, Angel ? Je ne le mérite pas. J'ai bien réfléchi à tout, et je ne pourrai jamais, jamais vous pardonner. Vous savez que je n'avais pas l'intention de mal agir envers vous. Pourquoi avez-vous mal agi envers moi ? Vous êtes cruel, cruel vraiment. Je vais tâcher de vous oublier. Tout ce que j'ai reçu de vous n'est qu'injustice. T. Elle guetta le facteur, courut à lui quand il passa, avec son épître, puis revint prendre sa position distraite dans la maison contre les vitres. Autant valait écrire ainsi qu'écrire tendrement. Comment pourrait-il céder à ses prières ? Les faits n'avaient pas changé, aucun événement nouveau n'était venu altérer son opinion. L'obscurité tombait toujours et la lueur du feu éclairait la chambre. Les deux aînés des enfants étaient sortis avec leur mère. Les 4 plus petits, dont les âges allaient de 3 ans et demi à 11, tous vêtus de blouses noires, étaient réunis autour de l'âtre, babillant de leurs petites affaires. À la fin, Tess alla se joindre à eux sans allumer de bougie. « C'est la dernière nuit que nous dormirons ici, mes chéris, dans la maison où nous sommes nés, » dit-elle. « Il faudrait y penser, n'est-ce pas ?» Tous se turent, avec la vivacité impressionnable de leur âge. Ils étaient prêts à fondre en larmes à cette image de choses finies qu'elle avait évoquée, alors que toute la journée ils s'étaient réjouis à l'idée d'une nouvelle demeure. Tess changea de sujet. « Chantez-moi quelque chose, mes chéris, dit-elle. « Qu'est-ce que nous chanterons ? » ?»« N'importe, ce que vous savez, cela m'est égal. » Il y eut un moment de pause, puis une petite note d'essai qu'une seconde voix renforça, et une troisième et un quatrième firent chorus.
C'étaient des paroles qu'ils avaient apprises à l'école du dimanche. Ici-bas, peine et chagrin nous souffrons. Nous ne nous rencontrons que pour nous séparer. Dans le ciel, à jamais, nous serons réunis. Tous les quatre chantaient avec la passivité flegmatique de gens qui, depuis longtemps, ont résolu la question et, comme il n'y a pas à se tromper, sentent qu'il est inutile d'y penser davantage. Les traits péniblement contractés pour prononcer les syllabes, ils continuaient à regarder le centre du feu vacillant, les notes du plus jeune s'égarant dans les pauses des autres. Tess se détourna d'eux et revint à la fenêtre. Dehors, l'obscurité était venue, mais elle mit le visage contre la vitre pour cacher ses larmes. Si seulement elle pouvait croire à ce que chantaient les enfants, si seulement elle était sûre, comme tout alors serait différent, comme elle les abandonnerait avec confiance à la Providence et à son royaume futur. Mais à défaut de cela, il fallait quelle fût la Providence. Dans les ombres de la route mouillée, elle distingua bientôt sa mère avec la grande Lisa-Lou et Abraham. Les socques de madame d'Urbayfield claquèrent à la porte et Tess ouvrit. « Je vois les pas d'un cheval sous la fenêtre, » dit John. « Quelqu'un est venu te voir ?»« Non, » fit Tess. Les enfants près du feu la regardèrent gravement et l'un d'eux murmura. « Comment, Tess, le monsieur à cheval ?»« Il n'est pas venu nous voir, » dit Tess. « Il m'a parlé en passant. »« Qui était ce monsieur ?» demanda la mère. « Ton mari ?»« Non, il ne reviendra jamais, jamais, » répondit Tess avec l'insensibilité du désespoir. « Alors, qui était-ce ? Oh, vous n'avez pas besoin de le demander. Vous l'avez déjà vu, et moi aussi. »« Ah, qu'est-ce qu'il a dit ?» fit John, curieusement. « Je vous le raconterai quand nous serons installés dans notre logement à Kingsbert. Demain, je vous dirai tout. » « Ce n'était pas mon mari, » avait-elle répondu. Pourtant, la conscience que, dans un sens brutal, cet homme seul était son mari, semblait peser toujours davantage sur elle. Chapitre 52. Aux premières heures, le lendemain matin, alors qu'il faisait encore sombre, le sommeil des gens qui habitaient près des grandes routes fut troublé par des bruits de roues qui continuèrent avec intermittence jusqu'au jour. Bruits qui revenaient aussi régulièrement chaque année, en cette première semaine d'avril, que le chant du coucou dans la 3e semaine du même mois. C'était l'annonce du déménagement général, le passage des chariots et des attelages qui s'en allaient chercher les effets des familles émigrantes et devaient arriver à leur porte vers 6 heures du matin. En général, le fermier qui louait les ouvriers envoyait son véhicule pour les prendre. Mais personne ne s'occupa de Tess ni de sa mère. Elles n'étaient pas des travailleurs réguliers, elles n'étaient que des femmes. Aussi durent-elles louer un chariot à leurs frais. Ce fut un soulagement pour Tess, en regardant par la fenêtre ce matin-là, de voir que, si le temps était bas et venteux, il ne pleuvait pas, et que le véhicule était arrivé. Une bonne dame pluvieuse était un spectre que les familles changeant de domicile n'oubliaient jamais. Les meubles humides, la literie humide, les vêtements humides en gardaient les traces, sans parler des maladies qui suivaient. Sa mère, Lisa-Lou et Abraham étaient également réveillés, mais on laissa dormir les plus jeunes enfants. Tous les 4 déjeunèrent à la lueur pauvre du jour, et le déménagement commença. Il se passa avec bonne humeur, 1 ou 2 voisins aidant amicalement. Les gros meubles une fois placés, on fit avec les lits et la literie un nid circulaire où John d'Urbayfield et les enfants devaient s'asseoir pendant le voyage. Ensuite, il fallut attendre que les chevaux fussent de nouveau attelés. Enfin, vers 2 heures, le tout était en marche, la marmite se balançant à l'essieu du chariot, madame d'Urbayfield et sa famille au sommet, la matrone tenant dans son giron le haut de la pendule qui, à chaque heure du chariot, sonnait l'heure ou la demie d'un timbre grêle. Tess et l'aînée des filles marchèrent à côté de la voiture jusqu'à la sortie du village. Elles avaient fait visite à des voisins le matin et la veille au soir, et quelques-uns vinrent les voir partir, leur souhaitant bonne chance, quoique, dans le secret de leur cœur, ils n'espérassent pas grand-chose pour cette famille d'Urbayfield, bien inoffensive cependant pour tout autre qu'elle-même.
Peu après, l'équipage gravissait une région plus élevée et le vent fraîchit avec le changement de niveau et de sol. Puisque c'était le 6 avril, le chariot d'Hurbayfield en rencontra beaucoup d'autres, au sommet desquels étaient perchées des familles. Le chargement était bâti sur un principe presque invariable, sans doute aussi particulier aux travailleurs ruraux que l'hexagone aux abeilles. Le fondement de l'édifice était le dressoir familial qui, avec ses poignées reluisantes, les marques de doigts et autres traces nombreuses d'usages domestiques, s'étalait en avant, plein d'importance, au-dessus de la queue des chevaux, tout droit et pareil à une arche d'alliance. Parmi ces familles, certaines étaient animées, d'autres mélancoliques. Quelques-unes s'arrêtaient à la porte des auberges sur le bord des routes, où la ménagerie d'Hurbayfield fit halte aussi un certain temps pour laisser reposer les chevaux et rafraîchir les voyageurs. Pendant la halte, les yeux de Tess furent attirés par un chariot où une large chopine bleue allait et venait des femmes assises au sommet à ceux qui étaient en bas. Elle suivit la chopine dans une de ses ascensions et la vit étreinte par des mains qu'elle connaissait. Elle se dirigea vers le chariot. « Marianne et Ise !» cria-t-elle aux jeunes filles, car c'était elle avec la famille chez qui elles avaient logé. « Déménagez-vous donc aujourd'hui comme tout le monde ?»« Oui, » dirent-elles. La vie avait été trop dure pour elles à Flincombe Ash, et elles étaient parties presque sans avertir, laissant Groby les poursuivre s'il en avait envie. Elles donnèrent à Tess leur nouvelle adresse, et Tess leur donna la sienne. Marianne, se penchant par-dessus le chargement, baissa la voix. « Sais-tu que le monsieur qui te suit, tu sais qui je veux dire, est venu te demander à Flincombe Ash après que tu as été parti. Nous lui avons pas dit où tu étais, puisque tu désirais pas le voir. »« Ah, mais je l'ai vu, » murmura Tess. « Il m'a trouvée. Et sait-il où tu vas ? Je le pense. Le mari est-il revenu ? Non. » Elle dit bonsoir à ses connaissances, car les charretiers sortaient maintenant de l'auberge, et les deux voitures reprirent leur voyage dans des directions opposées. Celle qui portait Marianne, Ise et la famille du cultivateur dont elle partageait la fortune était recouverte d'une couche de peinture éclatante et tirée par 3 puissants chevaux dont les harnais avaient des ornements de cuivre resplendissants. Tandis que le chariot sur lequel s'avançait la famille d'Hurbayfield était un pauvre véhicule grinçant, pouvant à peine supporter le poids du mobilier, n'ayant jamais connu le badigeon et tiré seulement par 2 chevaux. La distance était longue, trop longue pour une journée, et ce fut avec la plus grande difficulté que les chevaux la parcoururent. Bien que les voyageurs se fussent mis en route très tôt, l'après-midi était fort avancé quand ils tournèrent le flanc d'une éminence qui faisait partie du plateau de Green Hill. Pendant que l'attelage s'arrêtait pour souffler, Tess regardait autour d'elle. En face, au pied de la colline, était la petite ville à demi morte, but de leur voyage, où reposaient les ancêtres dont son père avait parlé et qu'il avait chanté à satiété. Kingsberg, le foyer d'Hurbayfield, où ils avaient résidé 500 ans. Un homme, venant des faubourgs, se dirigeait de leur côté, et, quand il aperçut le chariot, il hâta le pas. « Vous êtes bien la femme qu'on appelle madame d'Hurbayfield » dit-il à la mère de Tess qui était descendue pour faire à pied le reste du chemin. Elle fit un signe de tête affirmatif. « Et pourtant, je suis la veuve de feu Sir John d'Hurbayfield, pauvre gentilhomme, si je m'occupais de mes droits, et je reviens au domicile de ses pères. »« Oh bien, je sais rien de tout cela, mais si vous êtes madame d'Hurbayfield, on m'envoie vous dire que les chambres que vous vouliez, elles sont louées. Nous ne savions pas que vous veniez avant de recevoir votre lettre ce matin, et c'était trop tard. Mais sûr que vous pouvez trouver d'autres logements. » L'homme avait remarqué la figure de Tess, qui était devenue d'une pâleur de morte à cette nouvelle. Joan semblait être dans l'embarras le plus absolu. « Qu'allons-nous faire maintenant, Tess ?» dit-elle amèrement. « En voilà une bienvenue sur les terres de vos ancêtres. En tout cas, essayons plus loin. » Elles continuèrent jusqu'à la ville et firent plusieurs tentatives. Tess restant avec le chariot pour prendre soin des enfants, tandis que sa mère Eliza Lou allait s'informer. Quand John revint 1 heure plus tard, après de nouvelles recherches infructueuses,
Le conducteur déclara qu'il fallait décharger les meubles, que les chevaux étaient à demi morts de fatigue et qu'il était obligé de refaire au moins une partie du chemin ce soir-là. « Bon, déchargez-les ici, » fit John avec insouciance. « Je trouverai un abri quelque part. » Le chariot s'était arrêté sous le mur du cimetière dans un lieu abrité des regards, et le conducteur, sans hésiter, eut bientôt mis à terre leur pauvre tas d'effets. Puis John le paya, dépensant ainsi presque jusqu'à son dernier shilling, et l'homme se mit en route et les abandonna, trop heureux de n'avoir plus de rapport avec une pareille famille. La nuit était sèche. Il conjecturait qu'il n'attraperait aucun mal. Tess contemplait d'un air désespéré l'amas de meubles répandus sur l'herbe. Le froid soleil de ce soir de printemps jetait un regard inquisiteur et malveillant sur les cruches, sur les bouillottes, sur les bottes d'herbe séchées, sur les poignées de cuivre du dressoir, le berceau d'osier où tous avaient dormi, et sur la caisse reluisante de l'horloge, tandis que ces choses avaient le reflet malheureux des objets domestiques quand ils sont exposés aux vicissitudes du plein air pour lequel ils ne sont point faits. Tout autour s'étendaient des collines et des pentes qui faisaient partie d'un parc, maintenant coupé en petits enclos. De vertes frondaisons indiquaient l'endroit où s'élevait autrefois la résidence des d'Orberville. Au loin, on voyait une bande de la lande d'Egdon qui avait toujours appartenu au domaine. Tout près, la nef latérale de l'église appelée la nef d'Orberville. « Est-ce que votre caveau n'est pas votre propriété ?» dit la mère de Tess, revenant d'une reconnaissance de l'église et du cimetière. « Mais si, naturellement. C'est là où nous allons camper, les filles, jusqu'à ce que la ville de vos ancêtres vous trouve un toit. Allons, Tess, Elisa et Abraham, aidez-moi. Nous ferons un nid pour les enfants, et puis nous irons encore jeter un coup d'œil tout alentour. » Tess donna un coup de main indifférent, et, un quart d'heure après, le vieux lit à colonnes était séparé du tas de mobilier et dressé contre la muraille sud de l'église, la partie de l'édifice connue sous le nom de nef d'Orberville et sous laquelle s'étendaient de vastes caveaux. Au-dessus du baldaquin du lit se trouvait une belle fenêtre à nombreux meneaux qui remontait au XVe siècle. Elle était appelée la fenêtre d'Orberville et, dans sa partie supérieure, on pouvait distinguer des emblèmes héraldiques pareils à ceux qui étaient sur le vieux cachet et la vieille cuillère des d'Orbayfield. John tira les rideaux autour du lit de façon à en faire une véritable tente et y mit les plus petits. « Au pis-aller, nous pourrions aussi y dormir une nuit, » dit-elle. « Mais essayons encore et allons chercher quelque chose à manger pour les chéris. Oh, Tess, à quoi ça sert de t'amuser à épouser des messieurs si nous n'en sommes pas plus avancés ?» Accompagnée par Lisa Lou et le jeune garçon, elle remonta la petite ruelle qui séparait l'église du bourg. Aussitôt arrivés dans la rue, ils virent un cavalier qui regardait de tous côtés. « Ah, je vous cherchais, » fit-il, s'approchant d'eux. « Voilà en vérité une réunion de famille sur l'emplacement historique. » C'était Alec d'Orberville. « Où était-ce ?» demanda-t-il. Personnellement, John n'avait aucune sympathie pour lui. Elle lui désigna négligemment la direction de l'église et continua son chemin, d'Orberville disant qu'il les reverrait au cas où leur recherche serait encore infructueuse. Il se dirigea vers l'auberge et, peu après, en ressortit à pied. Pendant ce temps, Tess, restée près des enfants derrière les rideaux du lit, avait causé un peu avec eux, puis, voyant qu'elle ne pouvait pour le moment leur donner plus de bien-être, elle se promena dans le cimetière que les ombres du crépuscule commençaient à envelopper. La porte de l'église n'était pas fermée. Elle y entra. Sous la fenêtre de l'autre côté de laquelle était appuyé le lit se trouvaient les tombes de la famille, dont les dates embrassaient plusieurs siècles. Elles étaient à baldaquin, en forme d'autel et sans ornement. Leurs sculptures avaient été mutilées et brisées, leurs inscriptions de cuivre arrachées, et les trous des rivets y étaient restés comme des trous de martre dans une butte de sable. De tous les faits qui lui avaient rappelé combien sa race était socialement éteinte, nul n'était aussi impressionnant que ce saccage. Elle s'approcha d'une pierre sombre sur laquelle étaient inscrits ces mots: Ostium, Sepulchri, Anticae, Familii d'Orberville.
Tess ne lisait pas le latin d'église comme un cardinal, mais elle comprit que c'était la porte du sépulcre de ses ancêtres et que les grands cavaliers, chantés par son père quand il avait bu, gisaient à l'intérieur. Elle se détourna rêveusement et passa près d'une tombe en forme d'autel sur laquelle était une figure gisante. Dans l'obscurité, elle ne l'avait pas remarqué auparavant et y aurait à peine pris garde si elle n'avait eu l'illusion bizarre que l'effigie remuait. Elle s'approcha et tout à coup découvrit que la figure vivait. Le choc qu'elle en ressentit fut si violent qu'elle s'affaissa près de s'évanouir, non pas cependant avant d'avoir reconnu Alec d'Orberville. Il sauta de la table de pierre et la soutint. « Je vous ai vu entrer, dit-il en souriant, et je suis monté là pour ne pas interrompre vos méditations. Une réunion de famille, n'est-ce pas, avec ces vieux bonshommes là-dessous. Écoutez. » Il frappa lourdement du talon sur le sol et, d'en bas, s'éleva un écho caverneux. « Ils en sont un peu secoués, je vous en réponds, continua-t-il. Et ainsi, vous pensiez que j'étais la simple image de pierre de l'un d'eux ? Mais non, l'ancien ordre des choses est changé. Le petit doigt du faux d'Orberville peut faire plus pour vous que toute la dynastie des véritables qui sont là-dessous. Allons, commandez-moi, que dois-je faire ? » « Allez-vous-en, murmura-t-elle. « Oui, je m'en vais aller chercher votre mère, fit-il d'un ton affable. Mais, en passant près d'elle, il lui dit à demi-voix. Faites-y attention, il faudra pourtant bien que vous soyez aimable. Quand il fut parti, elle s'inclina vers l'entrée des caveaux et dit. Pourquoi suis-je du mauvais côté de cette porte ? Pendant ce temps, Marianne et Isuette poursuivaient leur voyage dans la direction de leur terre de Chanaan. Mais les jeunes filles ne pensaient pas à l'endroit où elles allaient. Elles parlaient d'Angel Clare et de Tess, et du tenace amoureux de Tess dont elles avaient appris ou deviné une partie de l'histoire. « Ce n'est pas comme si elle l'avait pas connu avant, disait Marianne. Il l'a prise une fois, ça fait une fameuse différence. Ce serait 1000 fois dommage s'il allait encore la reprendre. Monsieur Clare pourra jamais être rien pour nous, Ise, et pourquoi que nous l'envierons à Tess et que nous essayerions pas de raccommoder cette querelle ? S'il pouvait seulement savoir dans quelle difficulté elle se trouve et qui tourne autour d'elle, il viendrait peut-être prendre soin de ce qui lui appartient. Pourrions-nous lui faire savoir ? Elles y pensèrent tout le long du chemin. Puis le tracas de l'emménagement les absorba. Mais, 1 mois plus tard, elles apprirent le prochain retour de Claire. Alors, agitées de nouveau par leur attachement pour lui, et cependant désireuses d'agir honorablement envers Tess, Marianne ayant débouché la bouteille d'encre de 2 sous qui leur servait en commun, les 2 filles parvinrent à composer ces lignes. « Honoré monsieur, veillez sur votre femme si vous l'aimez comme elle vous aime, car elle est grandement en peine à cause d'un ennemi sous l'apparence d'un ami. Monsieur, il y a quelqu'un près d'elle qui devrait être loin. Une femme ne doit pas être tentée au-delà de ses forces, et une goutte d'eau qui tombe finit par user une pierre, et qui plus est, un diamant. 2 personnes qui vous veulent du bien. » Elles adressèrent la lettre à Angel Clare, au seul endroit où elles avaient jamais su qu'il eût de la famille, au presbytère des Minster. Après quoi, elles restèrent dans un état d'exaltation, émues de leur propre générosité, qui les fit chanter et pleurer hystériquement tour à tour. Septième phase. L'achèvement. Chapitre 53. Il faisait nuit à la cure des Minster. Les 2 bougies habituelles brûlaient sous leurs abat-jours verts dans le cabinet du pasteur, mais celui-ci ne s'y trouvait pas. De temps en temps, il entrait, remuait le petit feu qui suffisait à la douceur croissante du printemps et ressortait, s'arrêtant parfois à la porte d'entrée, allant au salon, puis revenant encore à la porte qui donnait au couchant. Bien que l'obscurité régnât dans la maison, dehors on pouvait encore distinguer les objets. Enfin, un léger bruit de roues se fit entendre dans la ruelle, et le vieux cabriolet de Claire apparut de l'autre côté de la grille.
Le pasteur en vit descendre une personne qu'il affecta de reconnaître, mais auprès de laquelle il aurait en réalité passé dans la rue sans l'identifier si elle n'était pas sortie de sa voiture au moment précis où devait arriver un visiteur chèrement attendu. Madame Claire, qui était assise dans le salon, se précipita à la porte par le corridor sombre et son mari la suivit plus lentement. Le nouvel arrivant était sur le point d'entrer. Il vit leurs figures anxieuses sur le seuil, la lueur du couchant se reflétant dans leurs lunettes, car il faisait face aux derniers rayons du jour. Mais eux ne pouvaient voir que sa silhouette. « Oh, mon enfant, enfin revenu !» s'écria madame Claire, qui ne se souciait guère en ce moment de la coupable hétérodoxie de son fils, cause de toute la séparation. Quelle femme ne jetterait pas au vent sa théologie si elle entrait en balance avec le bonheur de ses enfants? Aussitôt dans la chambre où les bougies étaient allumées, elle le regarda. « Oh, ce n'est pas Angel, ce n'est pas mon fils, l'Angel qui s'en est allé !» s'écria-t-elle dans l'amertume de son chagrin en se détournant. Le père fut également saisi de voir Angel aussi amaigri par les fatigues qu'il avait endurées et par l'insalubrité de ce pays où il s'était enfui dans un accès de révolte contre la vie. Le squelette se devinait sous l'homme, et l'âme se devinait derrière le squelette. C'était le Christ mort de Crivelli. Ses orbites enfoncées avaient une coloration morbide, et la lumière de ses yeux semblait éteinte. Son visage, raviné comme celui de ses ancêtres, était vieilli de 20 ans. « J'ai été malade là-bas, vous savez, dit-il. Je vais tout à fait bien maintenant. » Pourtant, comme pour démentir cette assertion, ses jambes fléchirent et il s'assit soudain afin de ne pas tomber. Ce n'était qu'une légère faiblesse causée par la pénible journée de voyage et la surexcitation de l'arrivée. « Est-il venu des lettres pour moi ?» demanda-t-il. « J'ai reçu la dernière que vous avez envoyée par le plus grand des hasards et avec un retard considérable parce que j'étais à l'intérieur des terres. Sans cela, j'aurais pu revenir plus tôt. »« C'était de votre femme ? Avons-nous supposé ? » ?»« Oui. » Une seule autre lettre était récemment arrivée. Il ne la lui avait pas envoyée, sachant qu'il rentrait au pays. Il l'ouvrit en hâte et fut tout bouleversé de lire le dernier griffonnage précipité de Tess. « Oh, pourquoi m'avez-vous traité si monstrueusement, Angel ? Je ne le mérite pas. J'ai bien réfléchi à tout et je ne pourrai jamais, jamais vous pardonner. Vous savez que je n'avais pas l'intention de mal agir envers vous. Pourquoi avez-vous mal agi envers moi ? Vous êtes cruel, cruel, vraiment. Je vais tâcher de vous oublier. Tout ce que j'ai reçu de vous n'est qu'injustice. T. C'est bien vrai, fit Angel, jetant la lettre. Peut-être ne se réconciliera-t-elle jamais avec moi. Angel, n'ayez pas tant d'inquiétude. C'est une simple fille du sol, dit sa mère. Fille du sol ? Ne sommes-nous pas tous enfants du sol ? Je voudrais qu'elle le fût dans le sens où vous l'entendez. Mais laissez-moi vous expliquer maintenant ce que je ne vous ai jamais dit jusqu'ici. Son père descend en ligne directe d'une des plus anciennes familles normandes, comme bon nombre qui mènent la vie de cultivateurs dans nos villages et sont qualifiés de fils du sol. Il se coucha de bonne heure et, le lendemain, se sentant fort souffrant, il resta dans sa chambre à réfléchir. Il avait quitté sa femme dans de telles circonstances que même au sud de l'équateur, recevant sa tendre épître, il avait cru que c'était la chose du monde la plus aisée de revenir se jeter dans ses bras dès qu'il lui plairait de lui pardonner. Maintenant qu'il était de retour, les choses étaient moins aisées qu'il n'avait imaginé. Tess était une femme passionnée, et sa lettre actuelle montrait qu'elle avait changé d'opinion. Trop justement changé, il le reconnaissait avec tristesse. Serait-il sage de s'en aller la voir sans être annoncé en présence de ses parents ? Si son amour s'était transformé en aversion, une soudaine rencontre pouvait conduire à des paroles amères. Claire pensa donc qu'il valait mieux préparer Tess et sa famille en envoyant un mot à Marlotte pour annoncer son retour. Il expédia sa lettre le jour même et, avant la fin de la semaine, recevait une courte réponse de madame d'Urbayfield qui ne le tira pas d'embarras, car elle ne portait point d'adresse et,
à sa grande surprise, ne venait pas de Marlotte. « Monsieur, j'écris ces quelques lignes pour dire que ma fille est loin de moi quant à présent, et je ne suis pas certaine quand elle reviendra, mais je vous le ferai savoir aussitôt. Je ne me sens pas libre de vous dire où elle demeure pour le moment. Je dois dire que moi et ma famille, nous avons quitté Marlotte depuis quelque temps. Salutations, J. Durbeyfield. » Ce fut pour Claire un tel soulagement d'apprendre du moins que Tess était en bonne santé qu'il ne s'étonna pas de la réticence de John. Il était évident que tous lui en voulaient. Il ne méritait pas mieux. Il se décida donc à attendre que madame Durbeyfield l'informât du retour de Tess, la lettre paraissant indiquer qu'il se ferait bientôt. Il passa un jour ou deux chez son père, espérant une seconde missive de John Durbeyfield, et le retour d'un peu de force. Les forces parurent revenir, mais de John, rien n'arriva. Alors, il rechercha la lettre envoyée au Brésil que Tess avait écrite de Flintcomb Ash, et il la relut. Ces phrases le touchèrent autant que la première fois. « Il faut que je crie vers vous dans ma peine. Je n'ai personne autre. Je crois que je mourrai si vous ne revenez pas bientôt, ou si vous ne me dites pas d'aller près de vous. Je vous en prie, ne soyez pas juste, seulement un peu indulgent pour moi. Si vous veniez, je serais capable de mourir dans vos bras. J'en serais bien contente si vous m'aviez pardonné. Si vous vouliez m'envoyer un petit mot, un seul, et dire « J'arrive bientôt », je patienterais, Angel. Oh, si joyeusement. Pensez comme cela me fait mal de ne plus vous voir jamais, jamais. Ah, si seulement je pouvais faire souffrir votre cher cœur une petite minute chaque jour, comme le mien souffre tous les jours et tout le long du jour. Cela vous amènerait peut-être à montrer quelque pitié à votre pauvre esselé. Je serais satisfaite, oui, heureuse de vivre avec vous, comme votre servante, si je ne puis vivre comme votre femme, pourvu que je sois seulement près de vous, que je vous entrevoie et que je pense que vous êtes à moi. Je ne soupire qu'après une seule chose dans le ciel ou sur la terre, ou sous la terre, c'est de vous retrouver, mon cher bien-aimé. Revenez près de moi et sauvez-moi de ce qui me menace. » Claire résolut de ne pas s'arrêter aux paroles plus récentes et plus sévères qu'elle lui avait écrites et d'aller la trouver immédiatement. Il demanda à son père si elle s'était adressée à lui pour avoir de l'argent pendant son absence. M. Clair répondit négativement et, pour la première fois, Angel eut le soupçon que l'orgueil de Tess s'y était refusé et qu'elle avait pu souffrir de dures privations. Ses parents commencèrent à entrevoir, par quelques mots échappés à leur fils, la vraie raison de la séparation et, leur sollicitude chrétienne étant surtout attirée par les grands pécheurs, la tendresse que la naissance, la simplicité, la pauvreté même de Tess n'avaient pas fait naître, fut immédiatement éveillée par sa faute. Pendant qu'Angel emballait à la hâte quelques objets pour son voyage, il jetait un coup d'œil sur une pauvre et vulgaire missive arrivée dernièrement, celle de Marianne Ediz, qui commençait ainsi. « Honoré monsieur, veillez sur votre femme si vous l'aimez comme elle vous aime. » et qui était signée « Deux personnes qui vous veulent du bien. » Chapitre 54. Un quart d'heure après, Claire quittait la maison et sa mère suivait des yeux sa maigre silhouette disparaissant dans la rue. Il avait refusé d'emprunter la vieille jument de son père, sachant combien elle était nécessaire à la famille. Il loua une voiture à l'auberge et eut à peine la patience d'attendre qu'on l'attelât. Quelques minutes plus tard, il gravissait la colline que, 3 ou 4 mois auparavant, Tess avait descendue avec tant d'espérance et remonté dans le découragement de ses plans écroulés. Il se rendit d'abord à Flintcomb Ash, d'où Tess lui avait écrit une de ses lettres et qu'il supposait être la résidence à laquelle madame Durbeyfield faisait allusion. Il ne l'y trouva pas naturellement, et fut encore plus déçu en apprenant que ni les paysans ni le fermier n'avaient jamais entendu parler d'aucune madame Claire, bien que Tess fût connue sous son nom de baptême. Évidemment, elle ne s'était jamais servie du nom de son mari depuis leur séparation. Il vit une preuve nouvelle de sa dignité dans cette abstention comme dans les privations qu'elle avait préféré subir, et qu'il apprit pour la première fois, plutôt que de s'adresser à son beau-père et de lui demander de l'argent. On dit à Claire que Tess Durbeyfield était partie brusquement chez ses parents de l'autre côté de Blackmoor. Il était donc nécessaire de retrouver madame Durbeyfield. Elle lui avait annoncé qu'elle n'habitait plus Marlotte,
mais avait été curieusement réticente au sujet de son adresse actuelle. Le seul parti à prendre était d'aller à Marlotte s'en informer. Le fermier qui s'était montré si bourru avec Tess fut des plus obséquieux pour Claire et lui prêta une voiture et un domestique pour le conduire à Marlotte. Le cabriolet des Minster avait été renvoyé, le cheval étant à bout de force. Claire ne voulut accepter le prêt du véhicule que jusqu'au bord de la vallée et s'arrêta dans une auberge. Le lendemain matin, il entrait à pied dans le pays natal de sa chère Tess. La saison était encore trop peu avancée pour que jardin et feuillage eussent pris beaucoup de couleurs. Le soi-disant printemps n'était que l'hiver revêtu d'un mince manteau de verdure et s'harmonisant avec les espérances indécises de Claire. La maison où Tess avait passé les années de son enfance était à présent la demeure d'une autre famille, qui ne l'avait jamais connue. Les nouveaux tenanciers se promenaient dans le jardin, tout pleins de leurs préoccupations, comme si le temps où Tessie avait vécu n'avait jamais existé, et les oiseaux printaniers chantaient comme si rien n'avait été changé. Ayant interrogé les gens, il apprit que John d'Urbayfield était mort, que sa femme et ses enfants avaient quitté Marlotte en disant qu'ils allaient demeurer à Kingsberg, mais qu'au lieu de le faire, ils s'étaient rendus dans un autre village qu'on désigna. Maintenant, Claire abhorrait cette maison parce qu'elle avait cessé de contenir Tess, et il s'éloigna en hâte de l'odieux endroit sans retourner la tête. Son chemin passait près du champ où il l'avait vue pour la première fois à la danse. C'était aussi triste que la maison, même pis. Il traversa le cimetière où, parmi les tombes nouvelles, il en vit une d'un dessin un peu supérieur aux autres. Elle portait cette inscription « À la mémoire de John d'Urbayfield », plus justement d'Urberville, de la famille autrefois puissante de ce nom et descendant direct par une lignée illustre de sir Payen d'Urberville, l'un des chevaliers du Conquérant, mort le 10 mars 1800. Combien les puissants sont tombés! Un homme, apparemment le fossoyeur, avait remarqué Angel debout devant la tombe et s'approcha. « Ah, monsieur, celui-là ne désirait pas reposer ici. Il aurait bien voulu être transporté à Kingsberg où sont ses ancêtres. Et pourquoi n'a-t-on pas respecté son désir? Oh, pas d'argent. Dieu vous bénisse, monsieur. Je voudrais pas le dire partout, mais même cette pierre avec toutes les belles phrases écrites dessus, elle n'est pas payée. Ah, qui l'a posée? L'homme nomma un maçon du village et, en quittant le cimetière, Claire alla chez le maçon, y découvrit que le fait était vrai et paya la note. Il partit ensuite à la recherche des émigrés. La distance était trop grande pour la faire à pied, mais Claire éprouvait un tel désir de solitude qu'il ne voulut d'abord prendre ni véhicule ni chemin de fer. Pourtant, il se vit en chemin obligé de louer une voiture, et la route était si longue qu'il n'arriva pas avant 7 heures du soir au lieu de résidence de John. Le village était petit, et il eut peu de difficulté à trouver l'habitation de madame d'Urbayfield. C'était une maison avec un jardin entouré d'un mur, loin de la grande route. Elle y avait entassé de son mieux le vieux mobilier grossier. Il était évident que, pour une raison ou pour une autre, elle ne désirait pas le voir, et il sentit qu'on le recevait un peu en intrus. Joanne vint elle-même à la porte, et la lueur du soir éclairait sa figure. C'était la première fois que Claire la rencontrait, mais il était trop préoccupé pour rien remarquer, sinon qu'elle était encore belle et vêtue comme une veuve respectable. Il dut expliquer qu'il était le mari de Tess et quel était son but en venant ici, et il s'en tira assez gauchement. « Je veux la voir tout de suite, » dit-il. « Vous m'aviez promis que vous m'écririez encore, mais vous ne l'avez pas fait. »« Parce qu'elle n'est pas revenue à la maison, » dit John. « Savez-vous si elle se porte bien ?»« Je ne sais pas. Mais vous devriez le savoir, monsieur, » fit-elle. « C'est vrai. Où reste-t-elle ?» Depuis le commencement de l'entrevue, Joanne avait manifesté son embarras en tenant la main contre sa joue. « Je ne sais pas exactement où elle reste, » répondit-elle. « Elle était, mais... » « Où était-elle ?»« Eh bien, elle n'y est plus maintenant. » Sur cette réponse évasive, elle s'arrêta encore. Les jeunes enfants s'étaient glissés jusqu'à la porte, et le plus petit, tirant la jupe de sa mère, chuchota. « Est-ce le monsieur qui va se marier avec Tess ?»« Il s'est marié avec elle, » dit Joanne. « Rentre. »
Claire vit les efforts qu'elle faisait pour être discrète et lui demanda « Pensez-vous que Tess souhaiterait que j'essaie de la trouver ? Sinon, naturellement… » « Je ne pense pas qu'elle le souhaiterait. »« En êtes-vous sûre ? » ?»« Je suis sûre qu'elle ne le souhaiterait pas. » Il allait s'éloigner, puis il se rappela cette tendre lettre de sa femme. « Je suis sûre que si, » reprit-il avec passion. « Je la connais mieux que vous. »« C'est très probable, monsieur, car je ne l'ai jamais vraiment connue. Je vous en prie, dites-moi son adresse, madame d'Urbayfield, par pitié pour un pauvre homme misérable et solitaire. » La mère de Tess passait sans cesse la main contre sa joue, et, voyant qu'il souffrait, elle dit enfin à voix basse. « Elle est à Sandbourne. »« Ah, mais où donc ? Sandbourne est devenue une grande ville, dit-on. »« C'est tout ce que je sais. Sandbourne. Moi, j'y suis jamais été. » Il était clair que John disait la vérité, et il ne la pressa pas davantage. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » fit-il doucement. « Non, monsieur, répliqua-t-elle. Nous sommes bien à l'aise. » Claire s'éloigna sans être entrée dans la maison. Une station de chemin de fer était à 5 kilomètres de là. Il paya son cocher et s'y rendit à pied. Le dernier train pour Sainte-Bourne allait partir, et Claire put y monter.